Pourquoi un uniforme militaire fabriqué au Burkina Faso suscite-t-il l'inquiétude à Washington? À première vue, l'idée paraît saugrenue, presque sortie d'un roman d'espionnage ou d'un scénario de polar géopolitique. Pourtant, il s'agit bien d'une alerte authentique, documentée par un mémo confidentiel du Pentagone. Ce document, dont l'existence a été confirmée par plusieurs sources, évoque un programme burkinabé évalué à près de 3 000 milliards de dollars, exclusivement dédié à la production d'uniformes militaires destinés à équiper non seulement l'armée nationale, mais potentiellement d'autres destinataires sur le continent africain. La question intrigue, dérange aussi. Pourquoi ce pays, parmi les plus démunis de la planète et principalement exportateur de coton brut, retient-il soudain l'attention des stratèges américains? Il ne s'agit pas d'une coquille dans un rapport confidentiel, encore moins d'une simple anomalie administrative. Ce chiffre astronomique, 3 000 milliards de dollars, n'est pas une erreur de frappe. C'est le reflet d'un bouleversement profond qui se prépare et qui pourrait bien transformer l'équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Au centre de cette affaire, le coton burkinabé n'est plus seulement une matière première agricole. Il devient le moteur d'une révolution industrielle et géopolitique où l'Afrique renverse progressivement les règles du jeu. Jadis expédié à l'étranger sans transformation, ce coton est désormais travaillé localement, du champ jusqu'à l'uniforme complet destiné à équiper des milliers, voire des dizaines de milliers de soldats. Pour saisir l'ampleur de cette mutation, rappelons que pendant des décennies, le schéma était immuable. Le coton partait, brut, vers l'Europe ou l'Asie, où il était transformé en textile, puis parfois revenait en Afrique sous la forme de vêtements, à un prix bien supérieur. Mais aujourd'hui, la situation s'inverse spectaculairement. L'État burkinabé, en partenariat avec des investisseurs locaux et quelques soutiens étrangers non traditionnels, a mis sur pied une filière textile intégrée et souveraine. Chaque étape, du champ jusqu'à l'uniforme militaire, est désormais maîtrisée dans le pays. Filature, usine de teinture, atelier de confection, centre de distribution, chaque maillon œuvre pour le Burkina Faso, tissant un réseau de valeur jusque-là insoupçonné. Ce modèle fait écho aux grandes vagues d'industrialisation du XXe siècle, lorsque des pays comme le Japon puis la Corée du Sud ont décidé de ne plus exporter simplement des matières premières, mais de les transformer localement pour créer de la valeur et des emplois. Pour Washington, l'émergence d'une filière militaire intégrée, orchestrée par le Burkina Faso, change radicalement la donne. Derrière la fabrication de ces uniformes se cache la quête d'autonomie industrielle, l'affirmation d'une souveraineté nouvelle et une remise en cause de l'influence traditionnelle des grandes puissances sur les matières premières africaines. L'histoire regorge d'exemples similaires. Dans les années 70, l'Algérie avait tenté de bâtir une industrie lourde nationale pour s'affranchir de la dépendance à l'égard de l'Occident. Plus récemment, le Brésil a développé sa propre industrie aéronautique avec Embraer, bousculant les géants américains et européens. Ce sont ces précédents qui rendent le cas burkinabé si fascinant et potentiellement explosif. Négliger cette histoire, ce serait ignorer une mutation décisive. L'Afrique, avec le Burkina Faso en éclaireur, est en train de remodeler l'ordre économique mondial en s'appropriant ses propres ressources. Sous-estimer ce mouvement, c'est risquer de manquer comment la maîtrise des filières locales pourrait bientôt redéfinir les rapports de force à l'échelle planétaire. Ce qui s'esquisse aujourd'hui pourrait s'étendre demain à d'autres secteurs stratégiques, comme l'agroalimentaire, l'énergie ou même les technologies vertes. Mais comment ce projet titanesque a-t-il vu le jour et qui tire réellement les ficelles dans l'ombre? Pour comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'une révolution silencieuse, née dans la poussière des champs de coton et portée par une volonté de rupture inédite. Pour illustrer ce changement, pensons au cas d'Awa, une jeune femme de Bobo-Dioulasso. Issue d'une famille d'agriculteurs, elle s'est formée à la confection textile grâce au nouveau centre de formation ouvert en marge du programme industriel. Aujourd'hui, elle dirige une équipe de 20 ouvrières qui assemblent quotidiennement des centaines d'uniformes. Pendant des décennies, le coton du Burkina Faso quittait ses terres pour ne jamais y revenir. La fibre blanche disparaissait dans les cargos, sans laisser de traces tangibles dans l'économie locale. Aujourd'hui, la situation s'inverse. Ce coton devient le socle d'une ambition nationale, moteur d'une révolution silencieuse, presque clandestine, sous nos regards. Lorsque les premiers uniformes 100% burkinabés ont été remis à la garde présidentielle, c'est tout un symbole qui est né, celui d'un pays qui refuse désormais de déléguer la transformation de ses richesses. En moins de 2 années, 6 infrastructures majeures ont émergé, reliées par des corridors logistiques flambant neufs. Cette montée en puissance n'est pas sans rappeler le miracle économique sud-coréen des années 70.
lorsque Séoul a bâti un réseau industriel en quelques années à peine. Désormais, chaque étape, du champ jusqu'à l'uniforme militaire, est maîtrisée dans le pays. Les filatures de Koudougou, les usines de teinture de Bobo Dioulasso, les ateliers de confection de Ouagadougou. Chaque ville contribue à une chaîne de valeur intégrée et efficace. Cette intégration bouleverse la vie des familles agricoles. Fini le temps où le coton partait à bas prix, sans aucune valeur ajoutée locale. Les agriculteurs signent à présent des contrats stables avec les usines nationales. Leurs revenus progressent, la précarité recule. Près des champs, de nouveaux emplois industriels voient le jour, surtout dans la transformation et la confection, offrant aux jeunes et surtout aux femmes des opportunités inédites. Le cas de la coopérative de Tenkodogo est emblématique. En moins de 12 mois, elle est passée de 50 membres à plus de 200, dont la moitié sont des femmes. Les résultats sont stupéfiants. La capacité de transformation du coton a été multipliée par plus de 3 en 18 mois. Ce bond propulse le Burkina Faso à l'avant-garde de la transformation textile en Afrique de l'Ouest. Les ateliers ne produisent non plus seulement pour l'armée nationale, bientôt des voisins s'inspireront de ce modèle, voire solliciteront directement les usines burkinabées. Déjà, le Niger et le Mali ont signé des protocoles d'accord pour équiper leurs forces armées avec des uniformes burkinabés, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération régionale. Derrière cette montée en puissance, un rapport de force s'inverse. Le Burkina Faso n'est plus tributaire des acheteurs étrangers ni des variations du marché mondial. Le pays affirme sa souveraineté industrielle, contrôle sa ressource, façonne ses propres uniformes et commence à exporter son savoir-faire. Les familles, jadis enfermées dans la dépendance et la pauvreté, deviennent piliers d'une nouvelle économie. Des témoignages recueillis à Houndé ou à Fadan-Gourma font état de familles qui, pour la première fois, peuvent financer intégralement la scolarité de leurs enfants grâce aux revenus issus du coton transformé localement. Mais ce bouleversement ne va pas sans risque. Les équilibres historiques vacillent, d'anciennes dépendances pendant sont remises en cause, et la géopolitique régionale s'en trouve bousculée. Le Burkina Faso s'impose comme pionnier d'une industrialisation souveraine, dans une Afrique qui redéfinit ses priorités et son pouvoir. Certains partenaires traditionnels s'inquiètent, observant parfois de loin la naissance de cette nouvelle puissance locale. Les discussions à l'Organisation mondiale du commerce s'intensifient. La question de la préférence nationale dans les marchés publics africains devient un enjeu brûlant. Pourtant, le succès ne s'arrête pas aux frontières. D'autres gouvernements africains lorgnent déjà ce modèle burkinabé, y voyant une promesse d'émancipation et d'autonomie industrielle. Ce qui relevait hier du rêve devient aujourd'hui un laboratoire à ciel ouvert pour tout un continent. L'Union africaine a d'ailleurs récemment envoyé une délégation pour étudier le modèle burkinabé, dans l'espoir de le dupliquer ailleurs. Mais derrière cette réussite, des défis majeurs se profilent, menaçant l'équilibre fragile de ce nouvel écosystème. Quels obstacles pourraient en compromettre cette ascension et mettre à l'épreuve la résilience du modèle burkinabé? Parmi eux, la dépendance aux intrants importés pour certaines étapes de la fabrication, la volatilité des prix mondiaux du coton et la pression des lobbies internationaux qui voient d'un mauvais œil ce regain de souveraineté industrielle. Derrière les uniformes militaires, c'est bien plus qu'une simple affaire de textile qui se joue, c'est la redistribution du pouvoir industriel et militaire en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, rappelons-nous de la crise pétrolière des années 70, lorsque les pays de l'OPEP ont décidé de reprendre le contrôle de leur production. De la même manière, le Burkina Faso et ses partenaires africains entendent désormais décider du sort de leur coton. Pour Washington et les anciennes capitales coloniales, l'exemple burkinabé fait figure d'alerte rouge. Pendant des décennies, l'accès au coton africain était verrouillé par des intermédiaires occidentaux. La chaîne était rodée. Le coton partait vers l'Europe ou l'Asie, transformé puis revendiqué en Afrique toujours plus cher. Ce système garantissait aux industries européennes des marges confortables et maintenait l'Afrique dans une position de dépendance. Aujourd'hui, le Burkina Faso bouleverse cette mécanique. Désormais, il contrôle chaque étape, du champ jusqu'à la confection des uniformes. Pour les États-Unis, ce changement signifie la perte potentielle de contrats lucratifs et d'un des derniers leviers industriels en Afrique francophone. Mais surtout, c'est la peur d'ouvrir la voie. Si le Burkina Faso réussit, d'autres suivront. L'effet domino est redouté. On se souvient du cas du Vietnam qui, en s'émancipant de la tutelle chinoise pour sa filière textile, a conquis des parts de marché mondial en moins d'une décennie. À cette inquiétude s'ajoute l'ombre grandissante de Pékin.
La Chine, championne du transfert de technologie, voit une occasion. Elle propose ses machines, impose ses standards et s'insère dans la compétition pour le leadership industriel du continent. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de coton, mais de qui dictera les règles de l'industrie africaine demain. Déjà, plusieurs techniciens chinois ont été aperçus dans les usines burkinabées, apportant leur expertise en automatisation et en gestion des flux logistiques. Pour les fournisseurs européens, le choc est brutal. Leur modèle, acheter le coton brut, le transformer ailleurs, le revendre en uniforme, vacille. L'émancipation industrielle burkinabé coupe les marges, menace des milliers d'emplois à l'étranger et, surtout, remet en cause un symbole: le privilège de fabriquer les uniformes militaires, jadis réservés à une poignée de puissance. En Italie, en France, en Allemagne, les syndicats du textile tirent la sonnette d'alarme. Ce mouvement n'est pas isolé. Le Mali, le Niger, le Tchad, même le Rwanda observent et négocient. Tous envisagent de rejoindre ce corridor sahélien des uniformes, une base industrielle souveraine et, peut-être demain, exportatrice. Un réseau qui pourrait transformer l'équilibre régional, où chaque pays fabriquerait ses propres tenues selon ses propres normes. Ce scénario rappelle l'émergence du corridor textile en Asie du Sud-Est, qui a fait de la région un géant mondial du vêtement. Ici, l'enjeu dépasse le textile. L'uniforme devient le drapeau d'une souveraineté retrouvée. Maîtriser sa chaîne de production, c'est affirmer son identité, renforcer l'État, envoyer un message fort. Ni Paris, ni Washington, ni Pékin ne choisiront ce qui habillera nos soldats. C'est un acte de résistance, mais aussi de projection dans l'avenir. Pour les puissances occidentales, le vrai risque, c'est l'effet domino. Si l'autonomie industrielle s'étend, la dépendance économique et politique de l'Afrique pourrait s'effondrer. Des marchés stratégiques, des milliers d'emplois, des leviers de pouvoir diplomatique, tout cela menacé par la montée en puissance de l'Afrique. Ce n'est pas qu'une histoire de tissu, c'est une bataille pour le contrôle, l'image et la crédibilité sur la scène internationale. Comme lors de la vague de nationalisation en Amérique latine, une ère nouvelle semble s'ouvrir. Mais cette révolution ne s'improvise pas. Derrière les machines et les uniformes, une lutte feutrée s'engage pour sécuriser la filière et garantir sa pérennité. Le gouvernement burkinabé a mis sur pied une cellule de veille stratégique associant experts locaux, partenaires africains et consultants internationaux. Leur mission: anticiper les menaces, diversifier les débouchés et investir dans la recherche et développement pour rester compétitif. Derrière chaque uniforme cousu au Burkina Faso, c'est tout un pays qui avance. À chaque fil, une famille, une ville, une région entière s'ouvre à une nouvelle ère. L'usine n'est plus un simple lieu de travail. C'est un foyer d'espoir et de rupture. Pour beaucoup, c'est la première fois que leur travail trouve une reconnaissance nationale, voire internationale. La transformation du coton en uniforme militaire ne change pas seulement l'industrie. C'est une onde de choc social qui secoue le pays. On voit la jeunesse, et surtout les femmes, entrer en force dans les ateliers. Jadis cantonnées aux tâches agricoles ou informelles, elles apprennent à manier les machines, supervisent les chaînes de teinture, gèrent les stocks, négocient des contrats. Le tissu national devient la matière première d'une génération qui forge, chaque jour, sa place dans l'industrie africaine du futur. Plusieurs écoles techniques ont ouvert leurs portes, formant chaque année des centaines de jeunes au métier de la filière textile. Le changement ne s'arrête pas aux portes des usines. Désormais, les circuits d'achat ne dépendent plus des marchés lointains et imprévisibles. Les négociations se jouent localement entre producteurs, industriels et représentants de l'État. Les prix suivent la demande intérieure, offrant stabilité et visibilité aux familles de cultivateurs. Des contrats de plusieurs années assurent des revenus fiables, permettent d'envisager la scolarité des enfants et freinent l'exode rural. Ce retournement de force met fin à l'incertitude imposée par des décennies d'exportation brute. Le cas de la région des Hauts-Bassins est éloquent. Le taux de scolarisation y a bondi de 15 points en 2 ans. Au-delà des chiffres, c'est l'idée d'autonomie qui s'enracine. Les Burkinabés reprennent la main sur chaque étape, de la graine jusqu'à l'uniforme prêt à l'emploi. Pour la première fois, le fruit de leur travail protège leurs propres compatriotes et non des inconnus à l'autre bout du monde. La dignité retrouvée se lit sur les visages et rejaillit dans tout le tissu social. Les coopératives se multiplient, les anciens transmettent leur savoir-faire et la fierté nationale s'alimente de ce succès partagé. L'organisation de foires régionales, où sont exposés les uniformes et les innovations locales, stimule encore plus l'engagement communautaire. Le modèle burkinabé attire les regards au-delà de ses frontières. Face à la montée des tensions régionales, d'autres pays s'intéressent à cette chaîne de valeur intégrée.
La standardisation des uniformes, adaptés aux besoins climatiques et opérationnels de chaque nation, facilite l'interopérabilité entre armées africaines. Loin de l'image d'un continent dépendant, une dynamique de coopération et d'industrialisation s'esquisse. Le Burkina Faso devient un laboratoire, où la souveraineté industrielle se teste et s'affine avant d'inspirer toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont déjà envoyé des délégations pour s'inspirer du modèle et envisager des collaborations. Le succès fait débat sur le continent. Certains y voient un réveil tant espéré, d'autres craignent la fermeture ou les risques liés à l'autosuffisance. Mais le modèle burkinabé bouscule les certitudes et montre que l'émancipation n'est pas qu'une idée lointaine. L'engagement politique des citoyens s'intensifie. Dans les villages, dans les quartiers, on parle d'investissement, de formation, de gouvernance. Un objectif commun ressoude le tissu social, et l'espoir d'un avenir maîtrisé grandit. Cela rappelle le mouvement de l'Ujamaa en Tanzanie, où la participation communautaire était au cœur de la stratégie de développement. Le pari est risqué, mais l'enjeu est colossal. Si le Burkina Faso réussit, une vague de réindustrialisation pourrait bouleverser durablement les équilibres économiques et politiques de l'Afrique. Pour la première fois depuis plusieurs générations, une nation démontre que l'autonomie industrielle est possible, ouvrant la porte à une émancipation sociale réelle. Tous les regards se tournent vers Ouagadougou, observant chaque avancée, chaque revers, chaque signature de contrat. La fierté et la vigilance avancent désormais côte à côte. Les médias panafricains suivent de près chaque développement, et les réseaux sociaux bruissent d'analyses et de débats sur l'avenir du modèle burkinabé. Mais pour que ce modèle tienne, il faudra plus que des usines et des contrats. Le défi de la pérennité et de l'expansion s'annonce déjà, prêt à tester la force de ce nouvel élan africain. Il s'agira de diversifier les productions, d'intégrer des innovations technologiques, de renforcer la formation professionnelle et de garantir la qualité face à la concurrence mondiale. Des partenariats avec des universités locales et des centres de recherche internationaux sont en cours de négociation pour accompagner cette montée en gamme. La vraie puissance ne s'impose pas, elle se tisse patiemment, fil par fil, usine par usine. Cette patience stratégique rappelle la démarche des pays scandinaves, qui ont bâti leurs économies sur la transformation locale des ressources et l'innovation continue. Au Burkina Faso, chaque avancée dans la filière textile réduit la dépendance extérieure. Plus un pays maîtrise sa chaîne de production, plus il renforce sa liberté politique et son pouvoir de décision. La souveraineté se forge sur les établis, bien avant de s'afficher dans les discours officiels. L'industrialisation du coton n'a pas seulement généré des emplois, elle a rendu leur dignité à des milliers de jeunes et ravivé le lien civique entre la main, le savoir-faire et le pays. Désormais, ce coton n'est plus une simple matière première exportée, mais un produit stratégique qui fait vivre des familles et nourrit l'espoir d'un avenir local. Pour de nombreux jeunes, cela signifie aussi la possibilité de rester au pays, de créer leur entreprise et d'imaginer de nouveaux débouchés, comme la mode éthique ou le textile technique. Cette base industrielle ouvre des horizons insoupçonnés. Aujourd'hui, le secteur textile intégré alimente la défense nationale. Demain, il pourrait devenir le socle d'autres industries, le vital, logistique militaire, doctrine de sécurité, voire capacité balistique. Ce n'est plus seulement une question d'économie, mais la matrice d'une souveraineté à plusieurs niveaux. L'histoire du Japon, qui a su transformer sa filière textile en tremplin pour d'autres secteurs industriels, sert ici de modèle inspirant. Face à cette mutation, les partenaires étrangers réagissent sans tarder. L'Europe, la Chine, les États-Unis, tous observent, certains s'inquiètent, d'autres s'adaptent. L'exemple burkinabé bouleverse l'ordre ancien, où l'Afrique restait assignée au rôle de pourvoyeuse de matières premières. À présent, elle prouve qu'elle peut grimper dans la chaîne de valeur et imposer de nouvelles règles du jeu. La Banque africaine de développement a d'ailleurs lancé un programme de soutien aux filières intégrées, inspiré par le succès burkinabé. Le message est clair, la souveraineté économique précède l'indépendance politique véritable. Tant qu'un pays dépend de l'extérieur pour s'équiper ou se défendre, son autonomie reste partielle, vulnérable. En reprenant le contrôle de son industrie, le Burkina Faso affirme son identité et ses choix stratégiques. Cela rappelle l'expérience de l'Inde, qui a bâti son autonomie militaire en développant ses propres industries de défense. Pour l'Afrique, il ne s'agit plus de choisir entre aide internationale et export brut. Construire la valeur sur place, c'est accepter des risques financiers, politiques, technologiques, mais aussi ouvrir des opportunités historiques. À chaque usine, chaque innovation, l'équilibre du continent peut basculer.
Le succès du modèle burkinabé pourrait ainsi inspirer une nouvelle génération de leaders africains, déterminés à reprendre la main sur leurs ressources. Ce nouvel élan ne se limite pas au Burkina Faso. Il offre un modèle, mais soulève aussi des défis redoutables pour tout le continent. Comment garantir la qualité face à la concurrence asiatique? Comment financer l'expansion sans retomber dans le piège de la dette? Quelles alliances nouer pour résister aux pressions extérieures? Autant de questions qui animent les débats dans les cercles économiques et politiques africains. Lorsqu'un peuple décide de forger son propre destin, tout bascule. Le Burkina Faso, en réinventant la trajectoire de son coton jusqu'à l'uniforme de ses soldats, change plus qu'un simple circuit industriel. Il propose une nouvelle narration, celle d'un pays qui refuse désormais de remettre son avenir entre d'autres mains. C'est le début d'un récit africain écrit par des Africains, pour des Africains, avec des codes et des ambitions renouvelées. Ignorer cette métamorphose, c'est refuser de voir l'émergence d'un pouvoir inédit. Derrière chaque fil tiré, chaque machine en marche, c'est la souveraineté qui prend forme. Le continent africain, longtemps cantonné à la périphérie des marchés mondiaux, démontre ici qu'il peut maîtriser sa chaîne de valeur et en faire un atout décisif. En s'inspirant des leçons de l'histoire, des modèles asiatiques et latino-américains, l'Afrique trace désormais sa propre voie. Transformer le coton local en uniformes nationaux n'est pas qu'un choix logistique, c'est un acte politique majeur qui bouleverse les équilibres établis et force les puissances étrangères à s'interroger sur leur emprise. Ce geste adresse un message clair. La force d'une nation ne se mesure plus uniquement en contrats d'armement ou en aides extérieures, mais dans la capacité à bâtir et à transformer sur place. C'est aussi un pari sur la jeunesse, l'innovation et la résilience d'un peuple. Derrière cette révolution, un enjeu plus vaste se dessine. Détourner le regard, c'est risquer de manquer la prochaine grande mutation du continent. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la possibilité pour des nations longtemps marginalisées de reprendre la plume de l'histoire et de redéfinir les rapports de force mondiaux. Les prochaines années seront décisives. Le modèle burkinabé trouvera-t-il la force de s'imposer face au vent contraire? L'Afrique saura-t-elle transformer cette réussite ponctuelle en dynamique continentale? La souveraineté moderne s'écrit dans les champs, les ateliers, les laboratoires. Ceux qui savent lire ces signes comprennent que l'Afrique n'attend plus, et que le monde de demain s'écrira aussi à Ouagadougou, dans la langue de celles et ceux qui créent et transforment. Pour Washington, comme pour Pékin ou Paris, l'heure n'est plus à la condescendance mais à l'écoute et à l'adaptation. Le temps des décisions imposées de l'extérieur touche à sa fin. L'histoire retiendra peut-être que c'est par un simple uniforme, cousu au cœur de l'Afrique, qu'une ère nouvelle a commencé. Il appartient désormais aux Burkinabés et à leurs partenaires africains de transformer cet élan en changement durable et d'écrire collectivement la suite d'une révolution qui ne fait que commencer.